Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous propose une déclinaison un peu spéciale d'On n'a qu'à inventer. Nous allons garder les fondamentaux de l'émission, à savoir questionner les processus de création des passionnés passionnants, autrement appelés créatives et créatifs des temps modernes, mais surtout nous allons parler transmission. Ce format spécial, qui sera sans doute amené à réapparaître ici et là au fil des rencontres à venir et à nourrir, il s'appelle donc On n'a qu'à inventer, transmettre, autrement. La ponctuation est importante. Chloé Elkaïm, qui est donc la toute première invitée d'On n'a qu'à inventer, transmettre, autrement, a accepté d'inaugurer cette version qui se fait un plaisir d'ouvrir son micro à celles et ceux qui font rimer créativité et pédagogie, innovation et transmission. Et là, c'est vrai, ça rime vraiment. Celles et ceux qu'on pourrait également appeler les partageurs et partageuses. Nous allons évoquer avec Chloé son parcours de vie, de formation, de création, toutes ces étapes qui l'ont mené même, pas après pas, expérience après expérience, rencontre après rencontre, à oser fabriquer un spectacle informatif, je cite, sur une thématique ô combien importante, celle de la bientraitance infantile, et donc la maltraitance parentale. Un spectacle à savourer au sens propre, puisque Chloé cuisine des crêpes sous les yeux du public qu'elle fait sauter à la poêle, les crêpes, pas le public, pour mieux retourner les idées reçues et préconçues sur le sujet. Un spectacle à savourer, donc, nourri de l'expérience de vie de Chloé autant que d'éléments issus des sciences humaines. Chloé en parlera tellement mieux que moi que je préfère m'arrêter là quant à la présentation de cet objet créatif et pédagogique, cet outil de transmission par le spectacle vivant donc, qui se propose, je cite, de créer un passage d'une éducation de domination à une éducation de respect, et ainsi de réaliser un humble pas vers une société de paix. Pas mieux. Avant de commencer, un petit mot sur les conditions d'enregistrement de cet épisode. Chloé est confortablement, j'espère, installée chez elle, tout là-bas, dans le Tarn, quand je suis, pour ma part, confortablement installé dans mon pays angevin. Magie des ondes, c'est pourtant comme si qu'on était assis ensemble pour échanger en toute liberté. Mais ainsi, vous comprendrez et excuserez mieux les éventuels aléas sonores à venir. Enfin, dernier mot pour situer cet échange, Chloé et moi, nous nous connaissons depuis de longues années pour avoir étudié ensemble et inventé ensemble aussi dans le milieu associatif bordelais. Nous voilà quelques années plus tard réunis autour de nos projets respectifs, mais nourris de la même intention qu'à l'époque, je pense, chercher comment, à sa manière, transmettre autrement. Alors c'est parti pour cet épisode un peu spécial d'On n'a qu'à inventer, qui se fait une joie d'accueillir et de saluer Chloé. Bonjour Chloé, et bienvenue au micro d'On n'a qu'à inventer. Bonjour Vincent, merci beaucoup pour ton introduction. Tu peux nous décrire le cadre dans lequel... Alors je suis installée dans une pièce vide de ma maison, qui sera dans quelques mois mon cabinet. Donc pour le moment, il y a beaucoup de vide. Voilà. Et je vois à travers la fenêtre de grands arbres qui valsent dans le vent. Ça, c'est une belle image pour les auditeurs et auditrices qui vont pouvoir inventer, parce que c'est la magie de la radio, on peut inventer les paysages. Tu peux te présenter, tu veux bien te présenter en quelques mots pour situer aux auditeurs et auditrices justement d'où est-ce que tu parles, j'aime bien cette formulation. Alors du Tarn, d'accord, on a compris, mais surtout qui tu es, qu'est-ce que tu y fais, et en quelques mots, puis ensuite on aura toute l'émission pour tout cet échange pour faire connaissance tranquillement, mais voilà, je te laisse te présenter en quelques mots. Merci. Oui, effectivement, j'ai parlé de mon cabinet puisque je suis psychopraticienne en sophrologie, une sophrologie existentielle, mais là on est déjà dans les détails de la sophrologie. Et donc j'exerce dans le Tarn, pour le moment dans un cabinet en ville et comme je l'ai dit, bientôt chez moi. Et dans ma profession, j'ai l'accueil d'individuels pour la thérapie. J'ai le côté extérieur d'intervenir dans des structures, notamment dans des écoles auprès d'enfants particuliers, je dirais, qui ont des histoires de vie assez chaotiques. Et puis j'ai le spectacle dont on va sans doute bien parler aujourd'hui. Le spectacle que je tourne et qui produit encore d'autres petits éléments dans son sillon. Tu peux nous présenter la sophrologie en quelques mots à personne qui ne connaîtrait pas du tout Pour une personne qui ne connaîtrait pas du tout, je commencerai simplement par dire que, pour faire très simple, c'est l'harmonie du corps et de l'esprit. Donc on part vraiment de la matière, du concret, de ce qui se passe dans le corps. C'est l'outil de travail, le corps, les émotions. Et je crois que le projet en sophrologie, c'est d'être conscient. Conscient de ce qu'on est, conscient de ce qui se passe en soi, pour pouvoir en être responsable. Être présent à soi, c'est aussi trouver comment se sécuriser, trouver comment s'apaiser par soi-même. Et pour faire le pont avec ce que tu as dit dans ton introduction et dans le projet de cette émission,
tout le travail en sophro, de revenir à son corps, de revenir à soi, ça mène à sa créativité en fait. C'est vraiment très important ça. C'est de développer l'imaginaire dans le sens de la vie. Comment j'ai envie de vivre ma vie sur mesure. Super. C'est très bien présenté. Je te remercie. Je vais peut-être le copier-coller. J'aime beaucoup cette présentation. Les gens qui connaissent le Tarn se diront mais celle-là doit pas être du Tarn parce qu'elle n'a pas un accent bien de Tarnais. Est-ce que tu peux situer géographiquement un petit peu ton parcours si tu le fais. Oui, mon parcours, il est un peu en triangle, je crois. Pas complètement. Je suis née et j'ai longuement grandi en Alsace. Où j'espère je n'ai plus trop d'accent non plus. Et puis aux alentours de 22 ans, je crois, je suis partie à Bordeaux, où j'ai vécu 10 ans, où je t'ai rencontré, Vincent, comme tu l'as mentionné. Et puis il y a 8 ans, je suis partie dans le Tarn. Voilà, je suis partie vivre dans un petit village de la campagne, pour le goût de la campagne. Après l'hyperurbanité de Bordeaux. Oui. Mais c'est ce qu'on voilà, moi je trouve intéressant, c'est aussi ces étapes-là qui mènent tranquillement à devoir passer par certains endroits pour saisir des énergies et puis particulières, spécifiques à un lieu, et puis après pouvoir faire le choix, comme tu dis, hein, le choix d'un mode de vie qui sûrement nous convient mieux, ou en tout cas au moment où on est. Oui, exactement. C'est vrai que quand j'avais pris la décision de partir à Bordeaux, ma cohérence à ce moment-là, mon besoin profond, c'était d'être dans une ville grande. Le plus ensoleillé possible, la proximité de l'océan était extrêmement importante. Enfin, vraiment, voilà, c'était mes besoins. Puis 10 ans plus tard, c'était plus du tout accordé à mes besoins. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'être en harmonie avec son environnement autant que possible. Hein. Nous, on s'est rencontrés à Bordeaux. Alors, je le cite juste parce que ça a une importance dans l'échange. Enfin, je crois que ça a une importance dans l'échange qu'on est en train d'avoir et qu'on va développer. On s'est rencontrés dans une formation d'animation sociale et socioculturelle. Parce qu'on a un IUT carrière sociale. Et voilà, c'est dans le cadre de cette formation qu'on a appris à se connaître. Et puis, toi, tu as aussi développé beaucoup de projets pour une association donc bordelaise, en tout cas sur qui intervenait dans un quartier bordelais qui s'appelle le quartier Saint-Michel, et qui t'a permis, je crois, déjà d'utiliser ta créativité pour faire quelque chose d'un petit peu. Alors, c'est pas toi qui l'as inventé, cet asso, hein, elle t'a été transmise, on va dire, mais t'en as fait quand même un objet aussi très, très créatif et très pluriel. Tu peux peut-être nous en dire un petit mot ? Oui, c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup la place à la culture et à l'art et à cette connexion avec ce qui est dans la réalité des gens du quartier. En fait, c'était pas de l'art et de la création très conceptuelle, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un des projets d'ailleurs qui était vraiment très important. Enfin, tous les projets ils partaient vraiment pour mêler toutes les différentes types de personnes. Je sais pas comment je peux dire. On disait les forces vives à l'époque du quartier. Donc on mêlait, on faisait se rencontrer les habitants, les commerçants, les artistes. Et puis il y avait comme ça une co-création et on avait fait tout un festival où on pouvait aller chez l'habitant voir des petits événements artistiques. Et les artistes, ils avaient créé à partir d'une matière de quartier. Donc ça pouvait être des sons du quartier, ça pouvait être la valorisation d'un jour important dans le quartier, la valorisation de personnalités du quartier. Voilà, c'était un petit peu ça, en fait, de mettre aussi en lumière des personnes qu'on pourrait appeler lambda. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec le mot que je viens de dire, mais c'est le seul qui me vient. Ouais. Mais qui font la vie d'un quartier et qui font des vies, en fait. Voilà. Ça c'est le côté très social et socioculturel, du coup, de cette action. Hein, alors, c'est une asso qui était née, je crois, si je ne me trompe pas, justement, d'étudiants en DUT carrière sociale. Alors, qui s'est peut-être transformé en autre chose, d'ailleurs, depuis ce projet. Mais en tout cas, il y avait vraiment, je crois, ce principe de faire avec et faire pour les habitants d'un territoire. Et ça, c'est des choses qui sont déclinées et déclinables à l'infini sur tout type de territoire, en fait. Mais c'était intéressant de mêler. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup inspiré et nourri aussi. Comment recueillir la parole, valoriser la parole, transformer la parole pour que ce ne soit pas juste une parole parmi tant d'autres, mais que ce soit une parole qui a de l'importance
Et voilà, alors moi je t'ai observé mettre beaucoup d'énergie pour que tout ça, ça vive de la manière la plus joyeuse possible et c'était chouette. Et donc cette même énergie, bah, j'imagine bien que tu l'as toujours, tu l'as autrement, mais tu l'as toujours. Oui, je l'ai autrement, ça c'est Ouais. important. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Elle n'est pas annulée, quoi. Elle se transforme, elle devient autre chose. Ton parcours suite à cette expérience du coup de DUT carrière sociale, en quelques mots, ton parcours alors, professionnel et ou de formation, parce que tu t'es formé, si je me trompe pas, en même temps Oui. que tu travaillais. Tu veux nous en dire un petit mot aussi? Mais oui, en fait, en sortant de l'IUT, j'ai pas trouvé d'emploi tout de suite et j'ai créé mon propre emploi. À l'époque, il y avait des contrats aidés. Et donc j'avais créé mon emploi dans cette association-là et ça avait duré 2 ans. C'était effectivement énormément d'énergie à fournir, ne serait-ce que pour maintenir l'emploi en lui-même. Ensuite, j'ai travaillé 2 fois 2 ans dans des centres sociaux où j'avais des places différentes. Le premier, j'étais beaucoup, pour faire simple, à la culture. Voilà. Donc j'avais par exemple la joie de proposer des spectacles aux personnes du quartier, soit de faire venir des spectacles dans le quartier, soit d'emmener faire des soirées et hop, on part tous ensemble en bus voir des spectacles. Et ça, c'est génial. Je me rappelle d'avoir fait venir un spectacle et même les personnes sur scène avaient vraiment dit que c'était une de leurs meilleures dates parce que voilà, les gens étaient tellement heureux d'accueillir ça dans leur quartier où il se passait pas énormément de choses qu'ils avaient vraiment valorisé ce moment. Ensuite, je suis allée dans un autre centre social, dans un quartier beaucoup plus difficile, où il y avait une aridité, je dirais pour moi professionnellement. Et là, j'ai senti que mon énergie forte, je la mettais au dehors de moi, mais j'arrivais pas du tout à la récupérer. Je crois que c'est ça qui a permis la bascule aussi, avec la thérapie. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à une place d'écoute des gens, mais j'avais pas la bonne place pour en faire quelque chose. Et donc, je me sentais tout le temps impuissante. Et voilà, parallèlement, j'avais commencé la formation en sophrologie existentielle à Bordeaux. Et je commençais à sentir qu'en tant que thérapeute, c'était pas du tout la même chose qui se jouait. C'est-à-dire que en tant que thérapeute, il s'agit d'avoir une écoute très 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 particulière. C'est pas du tout l'écoute j'écoute mon ami au café là qui me parle. C'est une écoute où il ne s'agit pas du tout de soi, où il s'agit vraiment de rencontrer, d'aller à la rencontre du monde de l'autre, sans jugement. Mais si la personne vient, pousse la porte du cabinet et paye pour faire un travail sur elle, il s'agit quand même qu'elle fasse un travail sur elle. Et donc, ça, je n'avais plus cette impuissance que j'avais dans les quartiers, de juste entendre le malaise et de rien pouvoir faire. Parce que les gens, ils n'étaient pas là pour qu'on leur renvoie quelque chose, ils n'étaient pas là pour travailler sur eux. Je crois que ça a été une bascule très très importante. Et puis après, pour de multiples raisons, ça a été beaucoup trop fatigant pour moi. Je suis partie en état de surmenage du dernier centre social dans lequel j'ai travaillé. Et puis après ça, j'ai juste plus du tout pu imaginer travailler en salariat. Ce qui a été un moment très difficile dans ma vie, parce que imaginer d'être en libéral, c'était extrêmement angoissant. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me dire que, en fait, de toute façon, je ne pouvais plus être en salariat avec des collègues non choisis, avec une hiérarchie mal ajustée. Enfin, voilà, l'expérience précédente était encore trop à vif. Et aujourd'hui, je peux dire, heureusement, grâce à cette expérience, je me suis poussée vers ouvrir mon propre cabinet, trouver mon propre statut et être autonome. Si tu fais le lien avec aujourd'hui, quelles sont les qualités et valeurs éventuellement similaires, mais que là tu peux maintenant utiliser à plein pot plutôt que de les utiliser en sous-régime, ou voire même peut-être de les masquer aussi, ou ce qu'on parfois on fait quand on subit une hiérarchie, qu'on subit des décisions qui ne sont pas les nôtres, etc. Ce serait quoi ces qualités et valeurs ? Je sais pas, je crois que je parlerai de respect de moi-même et d'épanouissement. En fait, quand tu m'as posé cette question, c'est plutôt des images qui me sont venues. Et si je m'imagine à l'époque en salariat, je me vois vraiment rabougrie à l'intérieur de moi. Et il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse. Et parce que justement, il y a un potentiel qui peut pas.
il y a un potentiel qui ronronne et qui peut passer vraiment un lion en cage. Et si je me vois maintenant, je me vois plutôt dans quelque chose de très lumineux, très solaire, parce qu'en fait, aujourd'hui, la seule chose qui me bloque, si je veux mettre en place quelque chose, c'est moi, c'est mes peurs. C'est mes peurs, c'est mes préjugés, c'est mes petites idées préconçues de oh bah ça tu peux pas quand même. Et du coup, comme c'est que moi, eh ben c'est super, je peux travailler sur moi et voir si j'ai envie de faire tomber ces peurs-là ou pas. Je peux aussi me les respecter, ces peurs-là, ça va bien aussi. Mais il y avait vraiment, dans la dernière expérience professionnelle que j'ai eue, qui est quand même très particulière, hein, tous les salariés ne ressemblent pas à ça, heureusement, mais il y avait vraiment un écrasement. Il fallait pas trop briller, quoi. Okay. En fait, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un vortex négatif. Voilà. Autant il peut y avoir des émulations collectives super positives, autant, là, c'était plutôt le contraire. Et je trouve qu'il y avait très, très peu de respect. Il y avait beaucoup de maltraitance, en fait, des personnes, de toutes les personnes, d'ailleurs. Voilà, c'est ça que je dirais. Des usagers comme des professionnels, c'est ça que tu... Quand tu dis toutes les personnes, Oui, mais en fait, là, je pensais plutôt à tous les professionnels, parce que les usagers, je crois pas... Enfin, si, c'est vrai, il y a eu des choses quand même que j'ai trouvées intolérables. Et d'ailleurs, ça, c'était l'enfer, hein, de trouver quelque chose d'intolérable dans mes propres valeurs à faire subir à quelqu'un qui fréquente le centre social. Et parce que la hiérarchie dit que c'est comme ça et pas autrement, je dois, moi, le tenir face à cette personne, alors que moi-même, je n'y crois pas. Je pense à tous les auditeurs auditrices qui peut-être évoluent dans le monde du social, du socio-éducatif, etc., qui vont sûrement reconnaître aussi des choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous qu'on soit indépendants et tous qu'on claque la porte de ça, mais je trouve que ce curseur de l'acceptable et de l'inacceptable, il est intéressant à questionner et à se dire quelle est ma limite aussi, et d'abord parce que donc la formation, c'est pour faire le lien avec la formation dans le social et socio-culturel, c'est qu'on est d'abord là pour les publics, pour les gens qu'on va accompagner et qu'on ne choisit pas, parce que dans un centre social, tout le monde peut venir et c'est tant mieux. Et du coup, où est-ce qu'on met soi-même le curseur de ses propres valeurs et des valeurs du système de la structure, du système du monde du socio-éducatif et du social aussi, et comment on trouve sa place là-dedans. Je trouve que c'est des questions intéressantes je trouve ça chouette de pouvoir se dire, et puis aussi d'avoir c'est ce qui m'intéressait aussi dans ton témoignage, c'est aussi d'avoir justement un témoignage éventuellement inspirant pour les auditeurs auditrices, de se dire on peut continuer à agir mais autrement, et trouver un endroit qui peut-être nous convient mieux. Alors toi tu parlais de la thérapie, enfin de la sophrologie comme moyen thérapeutique qui t'a permis d'accompagner autrement et plus à ta mesure a priori. Mais du coup, chacun a peut-être un endroit à inventer, à créer. On est bien dans on n'a qu'à inventer pour s'épanouir un peu mieux et donc permettre une transmission autre et d'autant plus qualitative. Voilà. Bon, c'est un peu l'intention aussi de l'émission et on est en plein dedans. Avec ton témoignage, on est en plein dedans. Est-ce que tu as un parcours, toi, de création, justement, si on sort un petit peu des missions plus professionnelles, ton rapport à la création, à la créativité, est-ce que tu as une pratique, je sais pas, théâtrale, instrumentale ou quoi qu'est-ce ? Pas beaucoup. En fait, j'ai l'impression que j'ai toujours été créative parce que petite fille, je m'ennuyais beaucoup. Donc, j'ai énormément dessiné. Alors ça, dessiner, fabriquer des trucs et bidules. J'avais aussi un truc avec l'espace. Voilà, j'avais une petite chambre et j'avais tout le temps envie de créer des cabanes, des machins. J'ai toujours été créative. Ça, c'est vraiment pas un problème à tous les niveaux. J'adore cuisiner, enfin voilà. Il y a quelque chose d'assez facile pour moi. Et puis j'ai fait pas mal de danse et ça libère quelque chose à l'intérieur de ça, je trouve. La danse, encore aujourd'hui, je danse. Et c'est un élément essentiel dans ma vie. Cette liberté du corps, du mouvement. Et puis après, quand j'étais à Strasbourg, dans mes études, j'ai participé, je crois, pendant une année à du théâtre d'improvisation. Et je me rappelle très bien, je crois que j'avais ça s'appelle un coach. Ouais. Celui qui gère un peu l'équipe, quoi. Donc on était une équipe de débutants, hein. Mais notre coach, je pense que vraiment il était incroyable dans sa transmission, dans ce qu'il nous donnait pour pouvoir nous améliorer, dans la valorisation de ce qu'on avait bien fait, dans comment il l'amenait
ce qui n'allait pas ou ce qui était amélioré. Je sais que dans cette année-là, j'ai fait des progrès incroyables. Et c'est une personne qui a vraiment compté dans ma vie. Et je pense, parce que, on va en parler, mais à la sortie des spectacles, donc dans mon spectacle, on comprend bien que je suis psychopraticienne, mais à la sortie, on me demande souvent, mais vous faites du théâtre, vous avez fait beaucoup de théâtre, vous avez... Et en fait, je n'ai que cette année en poche. Mais ce coach-là, il a posé toutes les bases, en fait. De confiance, tu dirais quoi? Ce serait quoi ces bases-là? Mais à la fois, effectivement, il y a de la confiance et de la valorisation parce que il nous poussait, etc. Mais il y avait tellement une structure dans sa façon de transmettre que j'ai encore en tête des choses clés de comment on se positionne sur scène, comment on bouge ou non, comment on articule, comment on projette la voix, comment... je ne sais pas comment un tout petit son, un tout petit détail va complètement changer la couleur de la scène. Donc il y a à la fois, il m'a transmis la confiance parce que je crois qu'il m'a validé sur scène. Et comme il était excellent lui, que je l'admirais, alors je l'ai cru. Et puis après, il m'a transmis techniquement plein de choses qui me servent encore aujourd'hui. Des techniques, mais aussi et surtout, ce que tu dis là, c'est la confiance en soi et c'est le fait d'être reconnu dans le regard de l'autre, quoi. Quelqu'un qui nous dit ouais, t'es ok, c'est cool. Ouais, là, ça c'est. Ouais, sûrement. Dans transmettre autrement, il y a aussi vraiment cette chose-là, valoriser. C'est pas seulement transmettre, je crois, juste des techniques ou des outils, parce qu'on en connaît plein et Internet nous permet d'avoir accès à des ressources infinies. Mais c'est aussi et surtout, je crois, la manière de transmettre, la manière de dire, la manière de regarder l'autre. Mais vraiment, il avait une façon de faire. Je crois aussi qu'il y avait une rencontre entre des incarnations et des intelligences. C'est-à-dire que sa façon de transmettre, il l'incarnait complètement. Donc pour moi, c'était très facile de le regarder et de comprendre dans mon corps comment ça marchait. Et en fait, voilà, je crois que le prof avait rencontré l'élève avait rencontré le prof. Il y avait quelque chose qui matchait. La rencontre, l'importance de la rencontre. C'est chouette, ça. Tu as aussi, après on va parler du spectacle évidemment, tu as un environnement toi très artiste, ou en tout cas aujourd'hui je sais pas, mais je me souviens de l'époque à laquelle on s'est connus, tu étais très entouré d'artistes, donc ceux qui venaient notamment créer dans le cadre des projets associatifs que tu portais. Est-ce que ça c'est un environnement que tu souhaites, que tu te souhaites toi, d'avoir cette émulation autour de toi? Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours aussi important ou ça l'est différemment? Mais ça l'a été à Bordeaux, mais en fait, tu sais, quand on disait qu'on se trouve l'environnement qui nous correspond dans la vibration dans laquelle on est, moi je crois que quand je suis partie de l'Alsace, j'avais vraiment un besoin d'ouverture culturelle. C'était le sens de ma vie en fait. L'art, la culture de rue. Et donc, effectivement, je n'avais rencontré que des artistes et des cultureux à Bordeaux. Donc j'ai tous mes amis, en tout cas ceux qui me restent de cette époque, ils sont d'une manière ou d'une autre, ils ont une fibre en tout cas très forte avec ça. Et puis finalement, quand je suis arrivée dans le Tarn, mon besoin il était plus en termes de conscience, enfin c'est un peu galvaudé comme terme, je sais pas comment le dire, mais je vais dire élévation de la conscience. Et du coup, je suis quand même beaucoup entourée de thérapeutes aujourd'hui. Pas essentiellement, mais de gens en tout cas qui ont une démarche de se regarder et de se responsabiliser dans le monde. Voilà, ça c'est pour mes proches. Et le lien, le point commun peut-être entre les cultureux comme tu dis et les thérapeutes qui t'entourent aujourd'hui, est-ce qu'il y en aurait un et si oui, lequel? Mais on en revient à la créativité, je crois. À la créativité qui nous épanouit. En fait, je crois, moi, les artistes que je fréquente encore aujourd'hui, il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Et dans la thérapie telle que je la comprends, il y a quelque chose d'artistique, de créatif. Donc, c'est peut-être ça le lien. Je ne sais pas si je suis assez claire. Ah, si, moi ça me parle. Ça réunit les deux volets dont on n'a qu'à inventer aussi, qui du coup classiquement reçoit plutôt des artistes
qui peuvent être par ailleurs des pédagogues, mais d'abord qui viennent en tant qu'artistes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens dans la manière aussi peut-être, alors ça c'est mon avis, ça vaut rien d'autre que mon avis, mais de regarder le monde, de regarder l'autre et de pas être dans du quantitatif, mais plutôt du qualitatif, et d'être dans quelque chose de l'invention, tout simplement, du pas de côté en tout cas. De se dire, tiens, ça pourrait être autrement. C'est pas juste comme ça pourrait être autre chose. Et je te rejoins sur le point commun de la créativité, quelle que soit la manière dont elle s'exprime d'ailleurs. Et puis, tu vois, ça me fait penser à, si on regarde vraiment la sophrologie, il y a quelquefois, alors la sophrologie, c'est une pratique qui se pratique les yeux fermés, à base de respiration. Et à la fin d'une séance de sophrologie, je demande aux personnes leur vivance. Alors c'est vraiment un mot, c'est le jargon de la sophrologie, c'est le regard conscient que je porte sur ce que je viens de vivre à l'intérieur de mon corps. Et quelquefois, je trouve qu'il y a des vivances qui sont extrêmement poétiques. Parce que ce que l'on vit dans son corps, c'est quelquefois assez difficile de l'exprimer avec le langage. Le langage, il va venir freiner quelque chose. Donc, quand on cherche vraiment les mots justes, on arrive très souvent à des contradictions, des oxymores, et ça donne des choses très jolies. Ou à des images qui sont souvent très poétiques. Ouais. Donc tu veux dire que même dans la thérapie, on peut mettre de la poésie et de la créativité. Ah oui. C'est chouette, ça. Donc encore un point commun. Donc il y a plein de reliances entre tout ça. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale. Oui. Et alors, tu as choisi une chanson qui n'est pas choisie tout à fait par hasard. Je vais te laisser la présenter, puis on va l'écouter et se retrouver donc de l'autre côté de la chanson pour parler spécifiquement donc, du spectacle. Maintenant, tu sais pourquoi tu pleures. Ça, c'est le titre du spectacle. Un spectacle que tu as inventé, créé et commencé à jouer beaucoup vers chez toi, donc plutôt dans le Tarn, si je ne me trompe pas, avec des petites incursions dans d'autres lieux, donc tu vas pouvoir nous en parler. Et puis surtout, puis je le nomme maintenant, c'est un spectacle que tu cherches à développer, alors développer en tout cas dans sa diffusion et dans les lieux où tu pourrais le représenter. C'est aussi un appel donc, à nos amis éventuellement programmateurs, diffuseurs, ou qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut être intéressé. Donc voilà, on va en parler juste après. Tu veux bien nous présenter l'artiste et le titre musical, s'il te plaît ? Oui, alors j'ai choisi Alexis HK parce que c'est un artiste que j'adore et c'est pas forcément une de mes chansons préférées que j'ai choisie, c'est La Maison des Ronchonchons. Parce que, comme j'accompagne beaucoup en parentalité et que j'accompagne beaucoup les enfants, c'est un super support quand on a besoin d'exulter, de relâcher les tensions et de crier son ras-le-bol. Parce que ça fait partie un peu de ma posture, en tout cas, quand j'accompagne la parentalité, c'est de dire qu'on n'attend pas la perfection parentale, surtout pas, et que le ras-le-bol, c'est complètement possible, et donc l'important, c'est de s'offrir des espaces pour relâcher les tensions, et moi, je suis une fervente danseuse pour ça, je trouve qu'une danse, et ça change tout, et donc quand il y a un gros ras-le-bol, une danse sur la maison des ronchonchons, et je pense que les choses évoluent, clairement. T'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt en cherchant la clé de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Vénère qui lui crie après: qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon? Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous approchons de la maison des ronchonchons. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des ronchonchons. Et Bernard Vénère lui dit: ça je le savais ça, tu perds toujours ta clé sous le paillasson, et ronchonchon. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a retrouvé un truc. Je savais où c'était, si tu le savais, pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même? Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon, toi t'es
fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous pénétrons dans la maison des ronchonchons. On a décidé de boire l'apéritif, et dans le salon de la maison des ronchonchons, même la peau de bête semblait de mauvais poils, pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons. Là. Jean-Pierre Maugréet, en s'arrachant les tifs, constatant excédé, le vin sans le bouchon, et Bernard Vénère lui dit, je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve, quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a acheté un truc, t'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Décidément Bernard, il m'énerve. Mais t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, on va dîner dans la maison des ronchonchons. Il faut une fin à cette sombre histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons. Avec des quoi? Bah des ronchonchons, genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des ronchons quoi? Bah des ronchonchons, tu finiras par habiter dans la maison des ronchonchons. Mais des ronchons quoi? Bah des ronchonchons, genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des ronchons quoi? Bah des ronchonchons, tu finiras ta vie comme un ronchonchon et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, et ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, ça t'énerve, scrogneux. De retour dans On n'a qu'à inventer, transmettre, autrement, la ponctuation est toujours aussi importante. Le premier épisode de cette déclinaison donc, de l'émission On n'a qu'à inventer avec Chloé El-Kaïm, qui est sophrologue et comédienne aussi, et plein de choses. Tu t'es présentée, Chloé, dans la première partie de l'émission. Et là on y va maintenant tout de suite sur le spectacle, qui donc propose le spectacle Maintenant tu sais pourquoi tu pleures, un spectacle qui parle de la bientraitance infantile. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il parle indirectement ou directement de la maltraitance parentale, comme je le disais en intro? J'imagine que oui. Un spectacle que Chloé, tu as inventé et créé de toutes pièces. Où il est... Alors je ne l'ai pas vu, le spectacle. J'en ai vu des images, j'ai peut-être un petit extrait vidéo. En tout cas, j'en saisis l'intention. Il me semblait drôlement intéressant à mettre en lumière ce spectacle. L'idée, c'est qu'aussi les personnes qui découvriraient l'émission et découvriraient ton approche, Chloé, puissent se dire tiens, pourquoi pas en faire une programmation donc dans un lieu culturel ou un lieu socio-culturel. C'est aussi l'intention de notre échange d'aujourd'hui. C'était long. Alors à toi, je te laisse présenter du coup. Maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Eh bien, je trouve que tu l'as très bien présenté lors de l'introduction. Donc moi je le souligne, spectacle informatif sur la bientraitance des enfants. J'ai utilisé un pressage entre des connaissances théoriques qui sont basées sur la neuroscience, les pédopsychologies actuelles, et des anecdotes que tout le monde reconnaît quand il est parent. Et puis j'ai aussi ramené de ma propre expérience en tant qu'adulte face à des enfants aujourd'hui, mais aussi en tant qu'ancienne enfant, que je dis délicatement des années 80. Donc c'est pas tous les enfants des années 80 n'ont pas été traités de la même manière. Et heureusement, donc c'est pas un scoop, mais dans le spectacle, enveloppé par le contexte du spectacle, je prononce les mots de dire que j'ai été maltraitée. Donc je mets beaucoup de guillemets là parce que je trouve que c'est important que ça n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je témoigne de ça. Je témoigne de la non-conscience de beaucoup d'éléments de mes parents. Et voilà, il n'y a pas. Je crois en tout cas à chaque fois que je joue ce spectacle, les gens me disent qu'il n'y a pas de pathos dedans, que c'est vraiment pour pouvoir me placer en tant que témoin et pas en tant que sachante. Ça, c'était très important pour moi. Très important de ne pas venir donner des leçons et de partir de là où on est pour grandir tous ensemble. Donc en fait, je dépose beaucoup d'éléments auxquels moi j'ai eu accès parce que entre mes formations, mes goûts, mes loisirs, et je le précise ici, alors je l'amène un petit peu de manière rigolote dans le spectacle, mais autant le préciser ici d'un coup d'un seul, je ne suis pas parent. Ce qui fait de moi la mère parfaite, évidemment. Donc comme moi j'ai eu beaucoup de temps pour lire, me former,
visionné des conférences sur le sujet, je propose en fait de livrer un condensé de théorie. Alors c'est évidemment le condensé auquel moi j'ai eu accès, c'est les informations que moi j'ai retenues. Donc c'est forcément biaisé par mon propre prisme. Et j'essaie de mêler tout ça avec de la mise en scène, des moments interactifs et ces fameuses crêpes dont tu as parlé, puisque le concept en fait c'est que on retourne ensemble nos idées comme des crêpes pour mieux savourer le quotidien, et qu'en fait on retourne 7 concepts, et qu'à chaque concept retourné, je retourne une crêpe, et que les personnes dans le public peuvent manger cette crêpe. Pendant le spectacle ou à la fin du spectacle? Ah non, pendant le spectacle. Pendant le spectacle, ok. Donc voilà, le spectacle commence, je fais mon blabla, on arrive à la première crêpe, elle symbolise quelque chose, cette première crêpe, donc je la fais tourner, tac. Et puis, les personnes qui sont intéressées par... alors, il y a les gourmands qui veulent manger une crêpe tout de suite, mais il y a aussi ceux qui veulent particulièrement un concept parmi d'autres. Voilà. Et il y a aussi des gourmands qui, quand ils entendent le concept, baissent la main, parce que finalement, ils ne sont pas prêts. Donc, j'ai été accompagnée par Claire Garapon. J'aime bien la citer, parce que quand j'entends tous les retours positifs sur le spectacle, je me dis, mais sans Claire... ça ressemblait pas du tout à ça. Elle a tellement mis son âme. Et Claire Garapon, c'est une amie artiste, cultureuse, que j'avais rencontrée à Bordeaux, pour faire du lien dans ce qu'on a dit tout à l'heure. Et en fait, c'est Claire qui m'a dit, mais tu vois, tu dis on retourne les idées comme des crêpes, mais vas-y, retourne des crêpes sur scène. Fais-le, va jusqu'au bout de ton idée. Et ça nous a permis donc d'avoir un fil rouge, et surtout d'avoir un appui pour la compréhension. Parce que c'est quand même très dense comme spectacle, je donne énormément d'informations, et sinon c'était trop flottant. Donc en fait, on fait un point. En fait, c'est comme si on faisait le petit résumé de ce qui vient d'être dit, et ça se voit avec cette crêpe, et ça se concrétise parce que je le prends, ce résumé. Donc oui, effectivement, il y a des personnes qui vont, je pense, plus se rappeler d'un morceau du spectacle que d'un autre, parce qu'ils ont pris la crêpe, par exemple. Comment ça t'est venu cette idée? Tu te souviens du moment où tu t'es dit tiens, je ferais bien un spectacle informatif sur ce thème-là? Le moment clé, il est confus. Vraiment, je ne sais pas à quel moment j'ai prononcé ça, mais je crois que j'ai prononcé cette envie devant la personne qui est la mère de mes filleules. Je le nomme comme ça parce que dans mon spectacle, je parle de mon rapport à mes filleules, puisque c'est elles qui m'ont quand même un peu amenée dans des champs proches de la maternité, où j'ai vraiment compris qu'on pouvait souffrir aussi face à des enfants petits. Et donc, cette amie très chère, c'est vraiment une personne à qui, quand on dit j'ai envie de faire ça, elle dit vas-y, fais-le. Elle dit mais oui, c'est génial, fais-le, c'est super. Et elle revient 2 semaines après, et alors, t'as commencé? Et je pense que voilà, j'ai été marraine, j'ai pu vraiment m'occuper, j'ai eu cette chance, on m'a laissé le champ libre pour vraiment plonger dans la relation intime avec le tout petit. Et waouh, je félicite tous les parents du monde. Et je me suis dit, et c'était en parallèle de ça, j'arrivais un peu en fin de formation en sophro. J'ai commencé à lire beaucoup de bouquins sur la pédopsie, sur le rapport à l'enfant, sur la communication non violente avec les enfants, et de comprendre en fait des choses que je trouvais incroyables, de comment moi j'ai été élevée, et de comment maintenant on comprend comment on s'adresse à des enfants pour que ce soit fonctionnel et joyeux, et pour l'enfant et pour le parent. Et pour le parent, j'y tiens beaucoup. Et je me disais, mais il y a un monde incroyable entre ce qu'on a reçu, les espèces de logiques complètement illogiques, de dire le prends pas trop dans les bras, il va s'habituer, après il va te coller. En fait, on l'a tous entendu, ça. Mais en fait, quand on regarde les choses de près, c'est exactement l'inverse qui se passe. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la scène chez moi depuis toujours, où je suis quand même plutôt une oratrice à l'aise, et où j'aime ça quand ça sert quelque chose. Donc là, et je me suis dit, mais en fait, c'est ça, les parents, ils sont fatigués, ils n'ont pas du tout le temps de lire plein de bouquins, et puis ils sont sensibles. Ils sont sensibles parce que c'est leur enfant, parce qu'ils font tout pour faire du mieux possible. Donc de dire, ça, c'est pas super, je crois que c'est vraiment pas la bonne formule.
Et puis ils sont sensibles aussi parce qu'ils dorment plus. Donc voilà, j'ai pensé très fort que c'était il y a eu un, comment ça s'appelle, une rencontre, c'est pas le bon mot, mais une rencontre entre mes élans, mes envies, mes découvertes du moment et ce que j'ai cru être un réel besoin dans la société. Et en fait, ça s'est avéré parce que il est super bien reçu, ce spectacle, parce qu'il est déculpabilisant. Et que chacun peut y piocher ce qu'il a envie de piocher, quoi. Tu peux nous expliquer la genèse du titre ? Pourquoi ce titre, Maintenant tu sais pourquoi tu pleures ? Phrase que j'ai entendue littéralement oui. dans une En rue fait, il y a quelques années. C'est marrant. Et voilà, je me suis dit, c'est marrant parce que ce titre, c'est soit on l'a entendu dans son enfance, et donc on comprend 5 sur 5 de quoi il s'agit. Il y en a pour qui c'est encore traumatique, donc ils me disent ouah, dis donc, le titre que tu as mis, il est hyper fort. Parce qu'en fait, cette phrase, pour les enfants des années 80 et d'autres sans doute, ça s'accompagne d'une claque. En fait, c'est un enfant qui est pas bien, il se passe quelque chose, il pleure, le parent ne comprend pas ce qu'il a, donc il est dans son impuissance, et pour répondre à ça, il met une claque ou une fessée ou je sais pas quoi à son enfant en disant maintenant tu sais pourquoi tu pleures. Et puis il y a des gens qui n'ont jamais entendu cette phrase-là et qui ne comprennent absolument pas tout de suite, en tout cas, pourquoi cette phrase. Donc je trouve ça aussi joyeux qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est cette phrase. Et donc, en fait, comme on retourne les idées dans le spectacle, c'est vraiment l'élément phare, je trouve, c'est que comme je parle un peu de mon enfance, moi, je l'ai beaucoup entendu, toujours accompagné d'une bonne tarte, comme je dis dans mon spectacle, avec quelque chose comme ça d'une incompréhension qui plane, je pense, et pour mon parent et pour moi à ce moment-là. Et aujourd'hui, en fait, donc j'explique à un moment donné l'accueil des émotions, nommer l'émotion pour décoder pour l'enfant. Et je reprends cette phrase et je dis, voilà, maintenant, tu sais pourquoi tu pleures. Et donc, tu peux t'apaiser. Et là, c'est tout ce retournement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même phrase. Mais on sent bien qu'avec une intention différente, c'est un monde entier qui change. Et je trouvais que c'était très représentatif de ce que j'ai voulu mettre dans le spectacle. Et les gens, c'est quoi les retours des gens sur ce retournement-là, justement, de dire la même chose mais avec une intention très différente? Est-ce que les gens comment est-ce qu'ils le relèvent? Comment est-ce qu'ils t'en parlent? Mais je crois que moi, en tout cas, quand j'ai compris quelque chose avec ce mot intention, ça m'a fait une respiration à l'intérieur. Oui, voilà. Parce qu'en fait, avant ça, je crois que je me trouvais dans quelque chose de manichéen. Soit tu dis les choses comme il faut les dire, et tu fais les choses comme il faut les faire, et c'est bien, et t'es quelqu'un de bien. Soit tu fais pas bien, et t'es quelqu'un de pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement plus complexe que ça. Et que quelquefois, et là j'ose le dire, c'est pas facile, mais je vais oser le dire, quelquefois quand on a son enfant de 2 ans qui est trop agité au bord de la route, on peut manipuler pour qu'il écoute. Ça fait pas de nous un parent pervers qui va manipuler son enfant pour un oui, pour un non. On a le droit aussi à ça. C'est l'intention qu'il y a derrière. Là, dans l'instant, mon intention, c'était de lui sauver la vie, en fait, parce qu'il était en danger et qu'il a 2 ans et qu'il n'a pas le champ visuel et la conscience de ce qui se passe. Donc, dans l'urgence, oui, je vais manipuler, en fait. Mais j'en suis consciente et je le fais pour lui. Alors, attention, je le fais pour lui, c'est aussi c'est prendre avec des pincettes. Mais voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, moi, je reconnais ça dans les retours après le spectacle, des gens qui tiltent, tu vois, sur l'intention. En fait, c'est la même phrase, mais c'est l'intention qui change, tu sais. Tu sais la phrase tu veux le faire tout seul ou c'est moi qui... Non, tu viens tout seul ou c'est moi qui viens te chercher. Celle-là, on l'a aussi beaucoup entendue en mode intimidation, en fait. Voilà, donc je crie sur l'enfant et je dis intime de venir tout de suite, ou sinon, en gros, si c'est moi qui me déplace, ça va mal se passer. Eh bien, cette phrase-là, moi, je l'ai essayé plusieurs fois, avec vraiment une intention très calme et très douce. Voilà, est-ce que tu veux venir tout seul ou est-ce que tu voudrais que ce soit moi qui vienne te chercher? 95% du temps, non, j'arrive. Et puis, tout de suite, quoi. Il y a vraiment quelque chose, c'est moi qui fais.
c'est valorisant pour l'enfant. Puis quelquefois, la réponse était non, je veux que tu viennes me chercher. Bon, bah là, ok, je me déplace. Mais oui, l'intention, c'est vraiment un concept clé dans la parentalité, mais dans la vie, en fait. Je trouve que c'est l'entrée dans la nuance. Et aussi, du coup, le pas de côté dont on parlait tout à l'heure en parlant des artistes, enfin voilà, de ces regards avec la possibilité d'un pas de côté, sûrement. Cette nuance, cette subtilité ou cette sensibilité. Et de pouvoir en faire état et de pouvoir l'utiliser à bon escient. Oui, je crois que c'est assez important. Donc toi, oui, quand tu parles de spectacle informatif, c'est aussi déculpabilisant que tu as, comment on dit, pourvoyeur de ressources utiles. Est-ce qu'il y a pas des conseils, mais est-ce que tu transmets des outils pratico-pratiques aux parents, ou est-ce que c'est juste symbolique là Comment tu gères ça? Il y a un savant mélange de tout ça, parce que en fait, l'intention, c'était de rester assez, entre guillemets, théorique. Parce qu'en fait, mon souhait, c'est de déposer sur scène des connaissances et que les personnes dans le public puissent se dire « Ah, maintenant que je sais ça, alors je comprends que moi, j'ai envie de faire comme ça. » Je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça que moi, sur scène, de dire « Eh, faut faire ça. » Je n'avais pas envie de me placer comme ça. Mais en même temps, si je reste que théorique, il y a des gens qui vont avoir accès à cette théorie et que ça va angoisser parce que, justement, en termes de créativité, ils sont un petit peu entravés à l'intérieur d'eux, ils n'osent pas. Et donc, quelquefois, avoir quelques exemples, ça ouvre la conscience, ça ouvre les possibilités. Donc, il y a des mises en scène, quelquefois, sur des exemples de comment on peut faire. Mais c'est toujours à l'intérieur d'une anecdote qui est racontée, avec des gens précisément, et je crois que j'essaie d'être assez, légère, en disant, voilà, là c'est l'exemple d'une mère avec son enfant qui a 5 ans, en fait, c'est pareil pour personne, en fait. Ouais. Je pense que ce message, il passe assez clairement. Et puis, rester que théorique, c'était prendre le risque de rester sachante. Donc, j'ai mouillé le maillot. Mais je crois humblement, parce que la scène clé de mon spectacle, celle où tout bascule, c'est quand je raconte que j'ai failli, mais vraiment, je parle à une microseconde près, j'ai failli violenter ma filleule de 2 ans et demi. Le mouvement de la gifle vers elle, il est parti. Et j'ai réussi à pas lui coller une gifle, mais du coup, il s'est passé un truc hyper bizarre entre nous deux. J'ai pu en parler après avec elle et tout ça. Mais voilà, quand je donne des exemples, je me mets pas non plus à la place de celle qui fait bien. Oui, bien sûr. On cherche ensemble, dans ce spectacle. Ouais. Combien de temps il dure ce spectacle? Je pense donc à nos auditeurs auditrices qui se disent « Oh, super, c'est ça qu'il nous faut pour évoquer le sujet, donc dans un centre social, dans un relais famille, je ne sais pas si le mot est juste, mais on se comprend, enfin voilà, dans des endroits où les questions de la parentalité sont évoquées et sont accompagnées. Combien de temps, quelles sont en gros, pas la fiche technique, ça va moins intéresser les gens, mais la fiche pédagogique, on va dire, du spectacle. Tu peux nous le présenter? Oui, ça dure 1 heure à peu près. Il y a des temps interactifs, donc selon les publics, selon les ambiances, on peut rester longtemps sur les temps interactifs, mais en général c'est 1 heure. Voilà, ça peut être 55 minutes, ça peut être 1h10, quelque chose comme ça. Et après, tu peux proposer, excuse-moi, des ateliers éventuellement. J'ai vu ça sur ton site internet. Oui, en fait, je propose 2 types d'ateliers qui sont déjà pensés par moi-même, mais après, ce que j'aime bien aussi, c'est de construire avec la structure qui achète le spectacle et de voir leurs besoins sur place. En fait, il peut y avoir d'autres besoins. Dans le dossier technique, je propose je propose toujours un bord de scène après. Parce que je sais que c'est un spectacle intense, parce que, tu vois, je l'ai joué samedi, là, et alors c'est la première fois que c'est arrivé, mais il y avait au moins 5 personnes qui pleuraient. Ah oui. Mais qui pleuraient avec des larmes, des vraies larmes, quoi. Et bon, ça m'est déjà arrivé de voir une personne de temps en temps pleurer. Là, c'était incroyable, il y a eu quelque chose. Et donc je sais que ça vient bousculer des choses, parce que les gens, ils viennent voir un spectacle, ils se disent « Tiens, je vais prendre 2-3 éléments pour me sentir plus à l'aise avec mon enfant », et ils se retrouvent en fait à traiter
toutes les questions, enfin beaucoup de questions qui sont passées sous le tapis de comment j'ai été traitée moi-même. Donc je sais que ça bouscule fort, donc je peux pas juste faire le spectacle et puis dire allez salut quoi. Donc il y a un bord de scène pour débriefer, pour poser les choses, pour que chacun puisse s'exprimer. Et puis ensuite, la structure qui prend le spectacle, elle peut aussi soit organiser un atelier de 2 heures pour les adultes qui s'appelle sophrologie et parentalité, où là on se pose ensemble la grande question de d'où je viens dans l'éducation et vers où je vais, et du coup où se trouve le tuilage entre les deux. Et puis l'autre atelier, c'est un atelier d'1 heure parent-enfant en sophrologie ludique, où là on fait plein de petits jeux, mais l'intérêt, l'attention se porte sur la relation entre les deux, entre le parent et l'enfant. Super, ami programmateur Trice, allez-y, programmez. Et puis l'émission va bientôt toucher à sa fin. Enfin, cet épisode, on s'est proposé un format d'1 heure à peu près. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Tu as aussi, donc là, c'est la forme spectacle. Hein, ça a été le point de départ. Donc un spectacle que tu tournes depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. C'est ça Mars 2019. Donc 3 ans. La première fois qu'il est sorti, ouais. Ouais, d'accord. Donc 3 ans, c'est pas rien quand même. Ça veut dire ouais. que non seulement il était d'actualité au moment de la création, mais il l'est toujours et peut-être encore un peu plus. Et en plus nourri de ton cheminement depuis. Enfin voilà. Donc voilà, le spectacle c'était le point de départ et tu l'as décliné ce spectacle en d'autres outils, d'autres ressources. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot aussi ? Oui. En fait, à la fin du spectacle, ça m'est arrivé plusieurs fois que des personnes me disent « Est-ce qu'il existe le texte du spectacle ?» parce que c'était tellement intense que j'aimerais pouvoir y revenir. Et donc j'ai, avec mon amie illustratrice qui a créé l'affiche du spectacle, qui s'appelle Fabienne Pinet, on a imaginé le livre. Donc ça a été un peu de travail parce qu'on a repris le texte du spectacle, mais tout ce qui était trop perso, trop intime, on l'a enlevé parce que sur un livre, si on n'a pas vu le spectacle, ça tombe un peu comme le cheveu sur la soupe, comme quand je parlais tout à l'heure. Hein. Mais on a rajouté beaucoup d'illustrations pour alléger le propos, pour lui donner un peu de la couleur, du volume. Et puis on est allé un peu plus loin sur des encarts théoriques. Voilà. Parce que le média livre permet ça. Et puis le Covid et les restrictions ont amené une réflexion de la CAF du Tarn qui soutient beaucoup mes démarches. Ils m'ont demandé en fait de passer le spectacle en virtuel. Et d'abord, dans un premier temps, j'ai refusé parce que je viens de l'expliquer, je trouve que c'est vraiment un moment à vivre ensemble et pas à juste montrer. Et finalement, du coup, j'ai eu l'idée de créer un pack vidéo, c'est un pack pour une parentalité consciente et confortable, c'est comme ça que je l'ai appelé, qui s'appelle Voyage en parentalité et qui est composé de 7, on retrouve le chiffre 7 comme les crêpes, de 7 capsules théoriques. Entre chaque capsule théorique, il y a au moins un exercice à pratiquer pour vraiment trouver à l'intérieur de soi ce qu'on vient de voir en théorie. Et puis il y a des petits bonus avec des séances de sophrologie, une séance de sophrologie à faire avec son tout petit. Et puis à la fin du pack est proposée une rencontre en visio, si les gens habitent loin, d'1 heure pour débriefer. C'est toujours très important cette notion-là, je crois, quand on a fait une plongée comme ça sur cette thématique, qui est vraiment pas anodine, tu l'as dit. Voilà, donc il y a maintenant tu sais pourquoi tu parles, le spectacle, maintenant tu sais pourquoi tu pleures, j'ai dit parle, pleure, le livre et Voyage en parentalité. C'est un beau lapsus, n'empêche. Les vidéos. Peut-être de dire le lapsus de dire maintenant tu sais pourquoi tu parles. C'est un beau lapsus peut-être aussi de ton parcours et qui est révélateur. Enfin voilà, tu sais pourquoi tu parles et par rapport à ton action et par rapport à. C'est vrai. Je trouve ça joli comme lapsus. C'est vrai. Ouais. J'ai une blague qui m'est venue. Enfin c'est une question un peu blague, mais quand les personnes, tu parlais des personnes qui étaient en pleurs, les 5 personnes en pleurs à la fin de ton spectacle. Est-ce qu'elles savaient pourquoi elles pleuraient ? Ah oui. Ah d'accord. Elles ont pu t'en parler. Ah oui. Et là, j'ai été très étonnée cette fois-ci parce que la première personne que j'ai vue pleurer, elle a pleuré très très tôt. Ah oui. Et en fait, la première partie du spectacle, plus ou moins, je me présente, j'explique comment ça va se passer, et je trouve que je dis pas des choses incroyables, quoi. Et déjà dans cette partie, elle avait les larmes, cette personne. Ah ouais. Et je me suis dit, mais quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit, quoi ? Et après, j'ai tenu bon. Et puis, au fur et à mesure, je voyais des yeux se rougir. Ouais.
Mais je leur ai demandé à la fin, et certains ont pu s'exprimer, tout le monde non, parce que je crois qu'il y avait quelque chose de l'intimité, de la pudeur. Oui, bien sûr. Mais en partant, j'ai observé avec un regard et les personnes partaient sereines. D'accord. J'ai surveillé ça. En bonne thérapeute que tu es. Ne jamais laisser partir quelqu'un en détresse. Jamais. Non, oui, voilà. Ouais, c'est intéressant. Cette question du regard, justement. Là, t'as pas un regard de comédienne seulement qui livre ce qu'elle a livré et puis basta. T'as pas non plus là sur le set tout à fait un regard de thérapeute, parce que tu dois mettre de la distance avec ça, tout en accueillant. Enfin, et je trouve que la question comment tu places ton regard là dans cet endroit-là de ce spectacle informatif, comme tu le nommes, est assez intéressante. Ouais. Quels complices est-ce que ont pu t'accompagner un petit peu dans ce processus, partenaires, complices? T'as parlé de la maman de tes filleuls que je connais aussi un peu par ailleurs, puisque nous étions aussi elle était en formation avec nous quand on s'est rencontrés. Est-ce qu'elle a pu jouer un petit rôle? Elle a un moment, un œil extérieur, notamment dans la création du spectacle, ou est-ce qu'elle est restée très neutre? En fait, elle a joué. Déjà, elle a joué ce rôle-là qu'elle joue beaucoup, de dire oui, c'est possible, allez, on y va, vas-y. Ensuite, donc je vais parler d'elle, mais je vais parler de tous mes complices. Claire Garapon, qui donc a accepté de me mettre en scène. D'abord de commencer par relire, puisqu'elle est écrivaine aussi. Par alléger mon texte, me mettre en scène. Ensuite, il y a plusieurs amis, dont Marion Carouchet, la mère de mes filleuls, et Raphaël Gardra, le père de mes filleuls. Qu'on embrasse aussi. Mais plein d'autres amis qui ont regardé les premiers jets de spectacle et qui ont fait des retours. Des retours à la fois bienveillants mais quand même intransigeants. Donc ça nous a fait énormément avancer le spectacle. Fabienne Pinet à la création artistique sur l'affiche. Et ensuite, Raphaël Gardra, qui a fait quand même le décor. Ça, je le remercie, parce que finalement, à chaque fois qu'on m'aide à monter, démonter le spectacle, les gens sont étonnés de l'ingéniosité de ce décor. Et puis ensuite, les partenariats se sont multipliés sur les projets d'après. C'est-à-dire qu'on a, sur le livre, Fabienne Pinet a pris une énorme place. Elle a vraiment drivé cette création du livre, parce que c'est sa partie, elle connaît ça très bien. Et je me suis laissée bercer, heureusement. Et ensuite, sur les vidéos, il y a Pierre Courtois, qui est un super vidéaste avec une patience incroyable, avec qui on a fait des allers-retours. Il n'a jamais lâché, je le remercie beaucoup. Marion Carouchet, qui a fait la musique des vidéos. Fabienne Pinet, qui a fait les illustrations qu'on retrouve aussi dans les vidéos, puisque c'est des vidéos qui s'animent un petit peu. Voilà, donc beaucoup de partenariats très riches. Et en fait, c'est une vraie chance. Enfin, je pense aussi à Hélène Lortal, qui a fait tout le site internet. Ça paraît anecdotique, mais en fait, quand on va acheter le pack, on passe par le site internet. Donc, c'était important que ça donne envie. Et en fait, toutes ces personnes se sont investies comme si c'était leur projet. Et ça, c'était vraiment une synergie magnifique. C'est-à-dire que j'étais à peu près claire sur la commande que je passais, mais ensuite, ils amenaient, eux, leur touche de créativité. Et du coup, ça a donné ça, qui n'était pas ce que j'avais exactement en tête au départ, mais qui s'est enrichi par les personnalités de tous et de toutes. La co-création, du coup. Je voulais souligner une qualité que j'ai vue chez toi, donc il y a une petite quinzaine d'années, qui était aussi cette qualité de fédératrice, de savoir fédérer autour de toi des gens, des forces vives, comme tu dis. Donc à l'époque, donc autant les bénéficiaires, on va dire, du projet associatif qu'on portait, mais aussi les acteurs au sens large, quoi, acteurs et actrices, les personnes qui venaient s'investir, quoi. Et je crois que ça, c'est une qualité que je te renvoie, t'en fais ce que tu veux, c'est pas pour te faire plaisir, mais de savoir fédérer et de savoir fédérer joyeusement, quoi, une espèce d'émulation comme ça de créativité, quoi, tout simplement, de créativité joyeuse, et en plus ici avec un sens d'autant plus fort que c'est un sujet qui te touche, et un sujet qui peut toucher aussi éventuellement énormément de personnes. On est tous l'enfant de quelqu'un, et on est éventuellement parents aussi, et forcément ça vient toucher, éclairer des choses dont on n'a pas toujours conscience. Donc c'est chouette. Le site internet, c'est chloélkaim.fr, donc Chloé comme Chloé, et puis elkim.fr. En effet, il est très joli, ce site. Je me suis trompé? Non. Oui. Ah, je me suis trompé. Tu as oublié un A dans mon nom de famille.
Ah, j'ai pas dit le A. Alors, E-L-K-A-I-M. Bah oui, sinon ça faisait Elkim, ça marchait beaucoup moins. Excuse-moi. Je suis allé trop vite. Le site est très, très chouette. En plus, c'est vrai. Bravo à la webmastrice. Je sais pas si elle s'appelle comme ça, mais Oui. les illustrations sont très sympas et c'est très léger. C'est très, pour l'avoir un peu fouillé pour préparer l'émission. Je trouve que l'interface est très, très bien pensée et ni trop plombante ou ni trop informative justement. Et c'est tout l'enjeu de la com, quoi. C'est comment bien doser les choses. Donc bravo pour ça aussi. Est-ce que tu penses à des choses très importantes que tu aimerais dire dans cette petite plateforme, cette humble petite plateforme qui est l'émission On n'a qu'à inventer, transmettre autrement? Est-ce que tu penses à quelque chose d'important? Non, moi je te remercie. Je trouve que c'est vraiment important ce que tu fais. Je suis honorée d'être la première là sur cette formule de transmettre virgule autrement. T'es encore une marraine. T'es la marraine d'une émission de radio aussi. Et si j'ai envie, en fait, je pourrais parler de mes projets, mais je crois que c'est largement assez fait. Et si je me cale sur la philosophie vraiment de ton émission, c'est de... Alors très très humblement, hein, mais c'est de dire que les choses, elles sont possibles en fait. Et que, voilà, quand on a une idée, qu'on sent que c'est une idée comme une espèce d'intuition qui nous vient comme ça, et on se dit, mais ça pourrait vraiment le faire. Et puis moi, j'aurais beaucoup de joie à le faire. Je crois c'est pas que ça, mais ça fait partie d'être à sa bonne place. Et je crois que quand on est à sa bonne place, les choses fonctionnent. Parce que, voilà, j'ai pris beaucoup de risques, enfin, oui, si, quand même, de se dire, je vais prendre beaucoup de temps pour faire ce spectacle. Moi, j'étais en démarrage d'activité professionnelle et franchement, les thérapeutes qui commencent, on sait très bien que c'est pas... Hein, il suffit pas de mettre une plaque et puis pouf, on a 20 personnes par semaine. Pas du tout, hein, c'est très long. Enfin, pour moi, ça a été très long. Et j'ai décidé de prendre beaucoup de temps pour faire ça. Donc, voilà, du temps, de l'énergie, un petit peu d'argent, il fallait aussi investir. Et aujourd'hui, ça a totalement changé ma vie. Alors qu'en fait, c'est une carte de visite magnifique, ce spectacle. Ça me propulse dans des espaces hyper intéressants. Alors, je mets des énormes guillemets. Ce que je veux dire, c'est que je peux vivre de mon métier. Alors, même sans mon métier, je vis, hein, je respire. Mais bon, économiquement, ça a stabilisé les choses. Et ça, je crois que c'est un message important au vu de ce que toi, tu transmets dans ton émission. Voilà. Ouais, d'ouvrir des possibles. Et oui, c'est vraiment l'intention de l'émission, c'est de pouvoir dire, en s'écoutant un peu les uns les autres, puis on remercie les personnes qui seraient encore là, peut-être à nous écouter là, à la fin au bout de presque une heure, à peu près une heure d'émission. Si quelqu'un nous écoute, inspirez-vous peut-être de tout ça. Alors moi je dis souvent, on s'inspire en modèle et aussi en contre-modèle. Et parfois d'entendre l'autre, sans jugement, on peut juste dire, ça c'est vraiment pas pour moi. L'indépendance, par exemple, on parlait du fait d'être indépendant. Il y a des personnes qui ont besoin de la sécurité du salariat, par exemple, et il n'y a aucun problème avec ça. Évidemment, aucun jugement, rien du tout. Mais oui, je crois que c'est important de s'inspirer les uns des autres. J'aime bien détourner la phrase « aimez-vous les uns les autres » en « inspirez-vous les uns les autres ». En fait, en vrai, on le fait tout le temps, partout, tout le temps. Et le faire en conscience, ça permet, je crois, de choper des choses à droite à gauche et puis de voir les accueillir, de voir laisser décanter. Puis j'aime bien aussi parler, ça faisait écho à ça, ce que tu viens de dire là sur les idées qui deviennent des projets. J'aime bien parler, moi, du temps des idées. Donc c'est le temps où ça peut jaillir dans tous les sens. Puis il y a certaines de ces idées qu'on va peut-être transformer en projet, donc on va commencer à leur donner une forme, un quand, quoi, qui, avec qui, etc. Et puis parfois on arrive à les passer à l'action. Et peut-être que le petit carburant entre le projet et l'action, tu as parlé de la joie, je crois, moi je parle beaucoup de l'enthousiasme aussi. C'est y aller avec enthousiasme et se dire, attends, est-ce que ça, vraiment, ça va me procurer, est-ce que à l'idée de le faire déjà, je suis enthousiaste, et puis est-ce qu'en le vivant, je le suis? Ah bah ouais, c'est génial. Et je crois que c'est des choses qu'on nous apprend pas énormément à l'école. De faire travailler avec son enthousiasme plutôt qu'avec les il faut et les autres injonctions qu'on a bien intégrées. Donc voilà, on est vraiment dans cet esprit de on n'a qu'à inventer. Voilà, je trouve que c'est une phrase, moi c'est une phrase en tout cas qui me porte. Ouais, c'est chouette. Merci en tout cas d'avoir accepté donc d'être la marraine en effet de ce format. J'ai vraiment très envie de le développer. Alors ça, je le dis aux auditeurs et auditrices, je les mets un peu dans la confidence, mais n'hésitez pas à faire part d'initiatives pédagogiques. Enfin, c'est vraiment le sous-texte un petit peu, c'est les transmettre autrement, c'est les initiatives pédagogiques de
de personnes créatives et créatifs qui ont fait un petit pas de côté par rapport à ce qui existe déjà ou qui utilisent vraiment leur créativité à cette action de transmission. Donc voilà, si jamais vous avez envie de valoriser un copain, un cousin, un voisin qui fait des choses super, mais qui s'en rend peut-être même pas compte, et n'hésitez pas à me contacter. En plus, cette émission, elle va voyager a priori au moins entre le Tarn et l'Anjou, voire à plein d'autres endroits. Donc n'hésitez pas, là on dirait pas, hein, mais on est au téléphone en fait. Si, je pense que les gens ont bien compris qu'on était au téléphone. Mais bon, ça peut se faire et c'est quand même sympa, je crois. Donc voilà, c'est un petit appel du pied à toutes celles et ceux qui pourraient se montrer intéressés. Encore une fois, un grand merci Chloé. On va s'arrêter là donc pour cet épisode. On n'a qu'à inventer 2 points, transmettre, virgule autrement, j'arrête de le dire. Je dirai plus jamais la ponctuation les prochaines fois. Bon voyage au pluriel, bonne rencontre encore à toi, avec le public qui viendra te voir et t'applaudir, avec les gens qui voudraient donc te programmer. Je rappelle le site internet Chloé Elkaïm, elkaim.fr. Un site drôlement bien fichu où vous aurez plein d'informations. Et puis, si les gens nous écoutent entre le Tarn et l'Anjou, et voilà, tu te déplaces, je crois, hein, sans aucun souci. En tournée, oui. Ouais, donc, tu cherches à te déplacer, donc n'hésitez pas aussi à transmettre l'info, à transmettre l'émission. Bonne continuation, bel été à toi, Chloé. Prends soin de toi. Merci, à toi aussi, Vincent. Ouais, merci. Et puis, à très bientôt à nos auditeurs et auditrices. Au revoir, Chloé. Au revoir. Production Parole et compagnie.